Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où... Ça veut dire j'ai besoin de vacances en alien. Admettons que les aliens existent et que le gouvernement nous les cachait depuis des décennies. C'est en tout cas le postulat de départ de Disclosure Day, le nouveau film de Steven Spielberg, dans lequel un lanceur d'alerte, joué par Josh O'Connor, tente de révéler au monde entier l'existence des extraterrestres. Après Rencontre du troisième type, E.T. ou encore La guerre des mondes, ce n'est pas du tout la première fois que le réalisateur américain s'intéresse au petit bonhomme vert. Alors, que vaut le dernier Spielberg ? Faut-il bannir pour toujours les animaux en CGI ? On en parle dans cet épisode. Et pour en parler, il faut que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls. Non, nous sommes accompagnés dans le studio de Chloé Valmarie, journaliste cinéma, fidèle invitée du podcast, qui a décidé aujourd'hui de revêtir son plus beau t-shirt Jurassic Park pour venir nous parler de Steven Spielberg. Oui. Bonjour Anaïs. Bon Chloé, on va pas perdre de temps déjà. Est-ce que tu crois aux aliens ? Alors, je pense que c'est hautement improbable qu'il n'y ait pas d'autres formes de vie dans l'univers. Ce serait quand même une énorme chance qu'on soit les seuls à avoir trouvé comment vivre. Enfin, je pense que c'est hautement improbable. Ensuite, ça dépend ce qu'on entend par alien. Bah, typiquement, les petits bonhommes verts, j'y crois pas trop. Mais je crois à d'autres formes de vie dans l'univers, ouais. Est-ce que tu penses que Cate Blanchett est une alien infiltrée sur Terre ? Je pense que Sylvie Tellier en est une. Cate Blanchett, tu dis ça par rapport à son front qui ne bouge malheureusement plus trop. Ouais, puis elle a des mains bizarres aussi. Si tu regardes dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un truc bizarre qui se passe avec ses doigts. Je suis plus Sylvie Tellier, ne pas manger les humains, quoi. Alors aujourd'hui, on va parler de Disclosure Day, le nouveau film de Spielberg qu'on a vu toutes les deux très récemment. T'en as pensé quoi ? Alors, c'est une vaste question parce qu'en fait, pendant tout le film, ça a été ma question principale que je me posais à moi-même. Qu'est-ce que j'en pense ? Bon, évidemment, vu que tu m'as outé sur mon t-shirt, je suis obligée de dire que je suis une grande fan de Spielberg, mais je pense comme tous les enfants qui sont nés dans les années 80-90, il a une place très importante dans ma vie de cinéphile. Je pense que vraiment, c'est lui qui m'a fait aimer le cinéma avec beaucoup de films, avec Hook, Jurassic Park, Les Dents de la Mer. Vraiment, c'est peut-être moins E.T., étrangement. Ah ouais. Je l'ai pas trop regardé quand j'étais enfant. J'ai l'impression que je suis passée un peu à côté de E.T. Je pense que comme je l'ai pas vu enfant, je crois que je l'ai vu une ou deux fois, mais c'est pas mon Spielberg préféré. Mais en tout cas, oui, il est très important dans ma vie de cinéphile et donc là, forcément, quand il y a un nouveau film de Spielberg qui sort au cinéma, j'ai très envie d'aller le voir. Puis en plus, celui-là, c'est vrai qu'il revient quand même à ses premières amours, les aliens, les extraterrestres, donc énorme attente. Et c'est un cinéaste sur lequel on a l'impression qu'on peut quand même toujours compter, c'est-à-dire que c'est rare de dire Spielberg a raté son film ou le nouveau Spielberg est pas bon. Il y en a qui peuvent être un petit peu plus décevants, mais il fait partie de ces réalisateurs qui ont un talent quand même qui est indéniable. On peut être plus ou moins sensible à son univers et aux thèmes qu'il va aborder dans ses films, parce qu'il y a quand même des thèmes récurrents chez lui. Mais c'est vrai que généralement, on va voir un Spielberg au cinéma, on sait que on en a pour notre argent, quoi. Ouais, tu sais que tu vas passer un beau moment parce que c'est un conteur hors pair. Même si c'est pas lui qui écrit ses scénarios, là c'est David Koepp, du coup le scénariste de Jurassic Park. Donc autre raison pour laquelle j'avais très envie de voir le film aussi, c'est qu'il revient quand même avec un film écrit par David Koepp, même si l'histoire originale est de Spielberg. Donc c'est pas lui qui a écrit le scénario, mais en tout cas son histoire, elle vient de lui, quoi. Et elle vient je pense, de très très loin dans son esprit aussi. Pour revenir à ta question. Ça sera clairement pas mon Spielberg préféré parce que pendant toute la première partie du film, je me suis un peu fait chier en fait. Ah ouais. Ouais. Et ça me saoulait de me dire, je me fais un peu chier. Mais je pense que c'est très lié au fait qu'il y a eu des bandes annonces, qu'il y a eu des affiches qui ont directement révélé de quoi il s'agissait. Et en fait, moi, ça m'a vraiment plombée. Je pense, la première partie du film parce que à partir du moment où tu connais le secret, parce que quand même la première partie tient énormément là-dessus, c'est que on sait pas trop de quoi ça parle, qu'est-ce qui se passe, il y a un mystère comme ça qui est un peu entretenu par les personnages, et en fait quand toi tu le sais déjà, je trouve que ça te fout quand même en l'air beaucoup de choses, donc moi je pense à quand même deux gros points d'intrigue qui sont vraiment cruciaux dans le film, qui sont révélés dans la bande-annonce.
Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais au CinemaCon à Las Vegas il y a quelques mois, Steven Spielberg est venu pour présenter la bande-annonce de Disclosure Day. Et il a dit ne la regardez pas. Exactement. Putain, ça aurait été tellement stylé. Donc, j'ai été forcée par Steven Spielberg à regarder cette bande-annonce parce que d'habitude, je regarde pas les bandes-annonces. Et tout ce que j'avais vu, c'était le plan de la voiture qui traverse la maison en teaser, là. Et ça m'avait hypé, tu vois. Et en fait, au CinemaCon, il a révélé la bande-annonce. Et après avoir vu la bande-annonce, j'étais là, bon, je suis beaucoup moins hypée. Et lui-même, sur scène, a dit, alors je vous promets que la bande-annonce ne révèle pas le dernier acte du film. Super. Parce que moi aussi, je trouve ça hyper frustrant quand les bandes-annonces disent tout. Et donc, je vous promets que celle-ci ne vous révèle pas le dernier acte. Et donc, j'étais là, ok, bon, déjà, si ça révèle tous les actes sauf le dernier, c'est déjà un peu relou. Et on va y revenir. Il a pas menti. Mais il y a vraiment que la fin que le trailer ne révèle pas. Donc, si vous n'avez pas encore vu le trailer, moi, je dirais, ne le regardez pas, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais en plus, même déjà rien que le fait de savoir que ça parlait d'extraterrestres, pour moi, ça gâche quand même une énorme partie de l'expérience parce que c'est le mystère du film, quoi. Et du coup, à partir du moment où nous, spectateurs, on sait déjà quel est le premier mystère qui va être dévoilé, moi, ça m'a vraiment gâché le truc. Et pendant toute la première partie du film, j'étais là, oui, bon, ok, on sait que c'est les extraterrestres, donc quand est-ce que ça commence, quoi. En fait, je trouve que ça gâche quand même une bonne partie de l'expérience, surtout parce que le personnage d'Emily Blunt, on va en parler, mais on comprend pas très bien ce qui lui arrive. Même elle comprend pas. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, elle se met à parler bizarrement ? Il y a quand même un truc, je trouve, qui est gâché par le simple fait de savoir que ça parle d'E.T., quoi. Quand je dis E.T., c'est extraterrestre. Oui, alors je dirais que ce qui est peut-être le plus intéressant quand même avec ce film, c'est justement que dès son point de départ, il veut pas créer trop de suspense sur l'existence ou non des aliens. Alors que beaucoup de films de science-fiction vont faire reposer leur suspense là-dessus. Là, en fait, avec Spielberg, avec ce film et avec la bande-annonce, on sait dès le départ que les aliens existent dans cet univers-là. Et donc l'enjeu, c'est plutôt comment le monde va réceptionner la nouvelle de leur existence, puisque le titre Disclosure Day veut bien dire ça, c'est-à-dire que c'est à quel moment on va révéler l'existence des aliens et qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là. C'est un peu le postulat du film. Et donc ça, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de dire, en fait, on arrête de débattre de sommes-nous seuls ou ne sommes-nous pas seuls. Oui, il y a des aliens et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois. Donc ça, je pense que ça peut être plutôt intriguant, mais je dirais qu'il y a aussi tout le lien entre les personnages que j'ignorais avant de voir la bande-annonce et ça m'a un petit peu saoulée. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, comment tu résumerais ce film en 30 secondes ? C'est Emily Blunt qui présente la météo à Kansas City et tout à coup, elle se met à parler en langage que personne ne connaît. On se demande ce qui se passe. Donc elle aussi se demande ce qui se passe et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs un peu hors du commun. Donc elle va mener sa petite enquête. Et à côté de ça, il y a un lanceur d'alerte qui est interprété par Josh O'Connor qui, lui, sait. Et donc le film, on va suivre un peu ces deux trajectoires jusqu'à ce qu'elles se rejoignent et on va connaître enfin le secret qui les unit tous les deux et comment est-ce que le monde est prêt ou pas à recevoir une telle nouvelle et surtout à regarder, quoi. Le film donc est centré sur ces deux personnages principaux qui ne se connaissent pas et qui sont pas au même endroit, même si géographiquement ils peuvent se retrouver à l'aide d'une voiture, donc c'est quand même bien pratique. Mais ils ont effectivement quelque chose en commun. Enfin, on comprend très vite qu'ils vont être un peu déterminants dans toute cette trajectoire qui consiste à révéler l'existence des aliens au reste du monde. Et leur intrigue va finir par se rejoindre. Encore une fois, comme on le voit dans la bande-annonce, donc ça c'est très relou. Le premier personnage, tu l'as dit, il est joué par Josh O'Connor. Il s'appelle Daniel Kellner et en fait, c'est une espèce de geek brillantissime, de hacker qui a fait de la prison à cause de ça et qui a été recruté à sa sortie de prison par une entreprise clairement maléfique, très Men in Black, qui n'a pas vraiment l'air d'être une agence gouvernementale, mais plutôt une agence un peu secrète. Ouais, un truc de service secret. Il faut surtout pas que ce qu'ils savent puisse sortir un jour. Donc lui, c'est un peu le garant de ça. Et comme tout bon lanceur d'alerte, il va se dire mais non, il faut que le monde soit au courant de ce qui se passe et ce que le gouvernement essaie de cacher. Donc ouais, mais oui, c'est tout à fait un geek, mais qui va se liguer contre eux pour exposer ce qu'ils essaient de cacher depuis des années et des années, quoi. Oui, et donc ce qu'on comprend assez vite, c'est que ce qu'ils essayent de cacher, c'est l'existence d'aliens, qui en fait est connue du gouvernement depuis très 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 longtemps, depuis Roswell, et donc depuis plusieurs décennies.
Et il se balade avec plein de vidéos et d'images compromettantes qui prouvent justement l'existence des aliens et aussi tout le travail de maquillage du gouvernement américain. Et donc, il s'est rebellé contre cette entreprise dans laquelle il travaillait auparavant. Et il travaille conjointement avec un autre lanceur d'alerte qui bossait avec lui dans cette boîte, qui est joué par Colman Domingo, qui est un peu notre point d'ancrage un peu rassurant dans le film, parce que c'est le seul qui a l'air d'être à peu près en maîtrise de ce qui se passe, qui donne des conseils, en fait, au personnage de Daniel pour lui dire va là, fais ci, fais ça. Et donc, ils vont essayer tous les deux de se retrouver, puisque, encore une fois, ils sont pas au même point géographique. C'est un escape game, en fait, ce film. Ouais, en fait, c'est un film qui est vraiment tout le temps en mouvement. Et Ouais, c'est vraiment un film d'action qui comporte aussi plein d'idées. Et ça aussi, je pense que c'est un peu la marque de fabrique de Spielberg, c'est-à-dire de mêler un genre très divertissant et un grand spectacle hollywoodien avec quand même des idées un petit peu plus profondes et des métaphores. Et le film a quand même l'originalité de démarrer vraiment un peu en plein milieu d'une action, c'est-à-dire qu'il a déjà décidé d'être lanceur d'alerte à ce moment-là et il est déjà en train d'essayer d'échapper à cette agence maléfique. Et on comprend tout de suite qu'ils sont très maléfiques puisqu'ils ont quand même kidnappé et torturé sa petite amie, Jane, pour faire en sorte qu'il leur rende ce qu'il a volé. Donc on comprend que c'est quand même des mecs qui ne respectent pas la loi. Sa petite amie qui est jouée par Eve Hewson, qui est une Nepo Baby qui se cache, parce que j'ai l'impression que personne ne sait que c'est la fille du chanteur du U2, quoi. De Bono, j'ai l'impression que personne ne sait ça. Donc il faut le dire. Il faut l'exposer. J'ai l'impression que tout le monde parle de Nepo Baby, mais que Eve Hewson, elle passe un peu sous le radar. Mais je l'adore, hein. Après je trouve que c'est une très bonne actrice. Oui, je pense qu'elle est assez talentueuse. Elle a été révélée par la série Bad Sisters de Sharon Horgan. Et depuis, on l'a vue dans pas mal de choses. Et notamment, récemment, elle était dans le film de Noah Baumbach, Jake Kelly, dans lequel elle jouait la jeune femme dont tombe amoureux le personnage de George Clooney quand lui aussi il était jeune. Et tu te souviens ? Oui, c'est marrant parce qu'on l'a vu, on l'a vu à Venise et j'en ai aucun souvenir. Si, je me rappelle. Ils sont sur un tournage et elle se met à péter et il tombe amoureux d'elle. Évidemment. Non, moi je l'ai vu dans une série, je pense que personne n'a vu, qui s'appelle The Luminaries, qui se passe en Nouvelle-Zélande. C'est une série qui se passe pendant la ruée vers l'or. Et moi, c'est vraiment là que je l'ai découverte, je pense. Mais non, je trouve que c'est une très bonne actrice, mais c'est aussi une Nepo Baby, quoi. Parlons-en. Et il faut que ça se sache. Et donc, en face de Daniel Kellner, on a, donc tu l'as dit, Emily Blunt, qui incarne Margaret Fairchild, qui est une dame météo locale, qui a l'air d'avoir quelques petits soucis, notamment, on la découvre en engueulade avec son petit copain qui lui dit qu'il en a marre parce qu'elle veut tout le temps déménager. Elle tient pas en place, en fait. On sent qu'elle a quand même un peu un truc... Elle a pas de sentiment d'appartenance et elle veut trouver vraiment ce qui lui plaît et un peu son but dans la vie, et on comprend qu'elle l'a pas encore trouvé et que ça lui crée une certaine frustration. Et donc, elle, comme tu le disais, et c'est, je pense, aussi l'image la plus mémorable du trailer, en plein bulletin météo, elle se met à faire des... comme ça, et donc à parler l'alien. Et c'est comme si elle était possédée. C'est ça le truc, c'est qu'à ce moment-là, on est un peu comme tous les autres personnes dans la scène, c'est qu'en fait, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle se met à parler comme ça ? On le saurait pas si on n'avait pas vu la bande-annonce, encore une fois. Exactement. Mais en fait, moi, le truc, c'est que du coup, j'ai tout de suite développé une théorie plutôt sur le fait que soit les aliens prenaient possession d'elle et allaient prendre possession aussi d'autres personnes au cours du film, ou alors qu'elle-même était alien et qu'elle ne le savait pas, tu vois, qu'elle avait été déposée en œuf alien à la naissance, quelque part, et qu'elle avait été élevée comme une humaine alors qu'en fait, elle était alien. Et comme Sylvie Tellier. Exactement comme Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, si tu regardes ça. Ne portez pas plainte pour diffamation, please. Et honnêtement, du coup, j'étais un peu déçue parce que je préférais mes théories à l'explication que donne le film au final. Mais donc, cette jeune femme va se retrouver, effectivement, le truc qui la déclenche un petit peu, c'est qu'elle aperçoit un horrible oiseau en CGI dans son salon. Qui fait très Disney, en fait, j'ai trouvé. Ça faisait très Cendrillon, quoi. Ouais, mais vraiment, à la rigueur, qu'il nous fasse un oiseau en animation, tu vois, un vrai oiseau de dessin animé, mais horrible. Et à ce moment-là, elle voit l'oiseau et elle a un bug. Et elle continue la conversation qu'elle était en train d'avoir avec son mec, sauf que là, elle commence à lui parler russe. Oui. Et elle se rend pas compte qu'elle est en train de lui parler russe. Et donc, d'ailleurs, impressionnante. Impressionnante. Et lui, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et après, pendant tout le reste de la journée, elle va avoir des bugs un petit peu bizarres comme ça. Elle se rend compte qu'elle parle toutes les langues. Et elle se rend compte aussi qu'elle arrive à déceler des informations sur les gens à qui elle s'adresse.
pas vraiment un pouvoir de télépathie, mais plutôt elle arrive à voir des choses sur leur vie. Et donc, notamment, elle se fait arrêter par un flic parce qu'elle roule trop vite. Et au moment où il lui parle et il veut l'arrêter, elle lui dit « Ah, vous vous êtes disputé avec votre copine ce matin, mais achetez-lui tel donut pour la réconforter, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, tout ça. » Et le mec est là « Ok ». Et donc, il la laisse partir. Et elle fait ça à plein de reprises. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quand elle croise sa collègue à la chaîne de télévision et qu'elle lui dit « Là, ça peut plus durer, il faut que tu ailles porter plainte, en fait. » Et on comprend tout de suite. En fait, ce que j'adore dans l'écriture de ces moments, c'est que c'est jamais trop explicite, mais on comprend évidemment tout de suite qu'elle fait allusion à une affaire de violence domestique. Mais le scénario nous prend pas trop par la main. Et vraiment, j'adore tous ces moments-là. Et honnêtement, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais pour moi, toute la partie en fait d'Emily Blunt, c'est le banger de ce film. C'est-à-dire que elle, je la trouve exceptionnelle. J'ai toujours trouvé que c'était une bonne actrice, mais là, pour moi, je pense que c'est son rôle. C'est vraiment. Enfin là, je serais très surprise je déteste les gens qui font ça, mais de ne pas l'avoir aux Oscars l'année prochaine. Je pense que vraiment là, c'est le rôle qui lui permet le plus de montrer toute la gamme dont elle dispose, parce que elle a de l'humour, elle a du drame, elle parle en russe, elle parle en alien. Elle parle coréen. Elle a des séquences d'action. Enfin, vraiment, mais c'est un... C'est un CV, quoi. C'est un CV, exactement. C'est un film CV. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et même jusqu'à la fin, moi, c'est vraiment son histoire à elle. Mais d'ailleurs, le film, c'est son histoire à elle, au final, parce que du début à la fin, c'est elle que tu suis, en fait. Même dans le dernier acte, je trouve que... Ouais, mais en fait, moi, c'est ça qui me pose problème avec ce film. C'est qu'on a vraiment ces deux trajectoires qui sont séparées au début et qui vont finir par converger. Mais en fait, à chaque fois qu'on repassait sur Josh O'Connor, je râlais un peu. Parce que j'étais beaucoup moins prise dans son histoire à lui. Je pense aussi parce que j'ai trouvé la performance d'Emily Blunt autrement plus impressionnante, et aussi parce que cette partie-là contient plus d'humour, la partie d'Emily Blunt. Et que donc là, moi, je trouvais ça extrêmement ludique, en fait, de voir ce personnage qui, d'un coup, se retrouve avec des pouvoirs dont elle ne sait pas quoi faire et qu'elle ne comprend pas. Il y a un humour évident là-dedans et en même temps énormément de suspense. Alors que lui, on sait dès le départ quel est son objectif et on est juste frustré parce qu'il n'arrive pas à l'atteindre et qu'il est tout le temps pourchassé. Et il y a un aspect beaucoup plus sérieux dans la partie de Josh O'Connor qui est clairement plus un thriller. Pour moi, c'est un film qui mélange plein de genres, mais la partie sur Josh O'Connor est vraiment entre le thriller et le film d'action. Et le film dossier, quoi, puisque c'est un lanceur d'alerte. Ouais, complètement, ouais. Et honnêtement, moi, je trouve ça très bien que Spielberg s'essaye aussi à ce genre-là. Mais je trouve qu'il le fait pas aussi bien qu'un Soderbergh, par exemple. Que ça marche moins bien parce que Spielberg a un émerveillement, en fait, dans sa manière de faire du cinéma, quelque chose de parfois même un petit peu naïf, mais dans le bon sens du terme. Et donc, cette partie très sombre qui concerne Josh O'Connor, je trouve qu'il n'arrive pas à totalement bien la maîtriser. Alors que la partie d'Emily Blunt, en fait, t'as raison, quand tu parles de l'oiseau, ça pourrait limite être un Disney. C'est quand même une héroïne qui découvre qu'elle a des pouvoirs et qui sait pas quoi en faire et qui va apprendre à les apprivoiser, quoi. Donc, on est quand même dans quelque chose, je trouve, de beaucoup plus fun. Oui, puis je pense que Spielberg, on sait, lui, ce qui l'anime depuis très longtemps, c'est son rapport à l'enfance, c'est son rapport au regard. Et je trouve que pour moi, c'est le personnage d'Emily Blunt qui endosse un peu tout ça. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est le plus intéressant, parce que je pense que pour Spielberg, c'est le personnage qui lui parle le plus. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a la ligne conductrice de ce film-là, c'est ce personnage-là qu'il a, quoi. En tout cas, je pense. En fait, il y a aussi quasiment toujours chez Spielberg, même dans des très grandes histoires de science-fiction, il y a un lien intime. Et en fait, la grande histoire nous permet surtout d'illuminer une problématique intime pour le personnage. Et c'est souvent des histoires d'enfants et de famille et de parentalité. Or, là, moi, ce qui m'a le plus parlé, c'est le rapport entre Emily Blunt et son copain, joué par Wyatt Russell, qui est génial, où en fait, on sent qu'elle est aussi très frustrée dans sa relation et que c'est une relation qui est en train de se déliter, mais qu'aucun des deux n'a vraiment envie d'acter la séparation. Et donc, évidemment, au fil de cette journée un peu folle où lui, il n'en peut plus de ses super pouvoirs et de pas arriver à la suivre, en fait. Et elle l'aime beaucoup, mais elle comprend aussi que c'est un peu un boulet à son pied. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette trajectoire intime-là de ce couple qui va finalement accepter de se séparer au milieu de toute cette histoire complètement folle. Alors que de l'autre côté, Josh O'Connor, lui aussi, il y a une question intime avec sa copine Jane. Mais vraiment, ça m'a beaucoup moins parlé. Et la raison pour laquelle ça m'a beaucoup moins parlé, c'est que Spielberg, dans ce film-là, veut vraiment nous parler de foi aussi, et notamment de foi en l'inconnu et l'au-delà et l'existence des aliens, mais aussi de foi en Dieu. Et là, c'est hyper littéral, puisque Jane, la copine de Daniel, est une ancienne nonne qui a perdu la foi.
Et donc, à un moment, ils vont se réfugier carrément dans un couvent. Et elle va interroger plusieurs fois sa non-mentor pour lui dire « Mais comment tu réagirais si tu apprenais qu'il y avait des aliens qui existaient ?» Et beaucoup de personnages parlent de ça, du fait que l'existence des aliens remettrait en question l'existence de Dieu, parce que Dieu est censé être une entité suprême en laquelle les gens croient sans jamais l'avoir vue, et que donc si on leur montre une entité suprême, enfin là je paraphrase quasiment mot pour mot ce qu'on nous dit dans le film, si on leur montre une autre entité suprême, qu'est-ce qui va se passer par rapport à leur relation à Dieu? Et moi vraiment pendant ce film, j'ai même écrit dans mes notes, mais c'est marrant ces gens qui croient encore en Dieu en 2026 déjà, enfin c'est... Alors je sais, je suis vraiment désolée pour les auditeurs qui sont croyants, mais c'est quand même... Enfin, moi, c'est très, très déconnecté de mon existence, je pense, au quotidien, même si je pense être plus spirituelle, tout ce qu'on veut, ce qui est beaucoup plus du bullshit 2026 que, en fait, une véritable croyance religieuse. Mais, je sais pas, moi, j'étais un peu circonspecte face à cet aspect du film que j'ai trouvé un petit peu boomer, en fait, même si je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Hein. Enfin, effectivement, est-ce que ça chamboulerait la foi de certaines personnes très croyantes d'apprendre qu'il existe aussi des aliens, qu'il y a une autre présence, en fait. Mais bon, pour moi, c'est pas une présence divine, en fait, les aliens, donc je vois pas pourquoi il y aurait une compétition entre Dieu et E.T., tu vois. Ouais, alors c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout capté cette dimension. Je pense que c'est parce que je suis beaucoup moins intelligente que toi. Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, je pense que... De toute façon, je n'invite que des personnes dans ce podcast qui ne sont pas intelligentes, Chloé. Donc... Bah oui. Comme ça, tu te mets en valeur, c'est bien évident. Non, mais j'ai vraiment pas trop capté cette dimension. Enfin, en tout cas, c'est pas celle qui m'a parlé plus, mais en effet, c'est intéressant ce que tu dis. Mais je pense aussi, peut-être que Spielberg, à travers ce film, il nous interroge sur notre foi, plutôt dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore croire à quelque chose ? Est-ce que c'est pas ça qui fait que aussi on peut s'échapper un peu ? Bon, lui, je pense que voilà, il a une foi immense dans le pouvoir des images aussi, hein, dans le cinéma, et c'est quand même le sujet du film aussi, le regard qu'on va avoir sur ces images-là. En fait, j'ai pas trop envie je sais pas si on peut spoiler, parce qu'en fait, tout se passe dans le dernier acte en réalité. Donc, si tu veux, à partir de maintenant, sachez-le, le dernier acte va être spoilé. On a respecté aussi longtemps que possible les souhaits de papy Spielberg. Mais voilà, là vraiment, c'est le moment de partir si vous voulez pas être spoilé. Spoiler warning. Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur effectivement la question de la croyance au cinéma, parce que pour moi, clairement, Spielberg, c'est celui qui fait le mieux ça, enfin qui utilise le cinéma comme machine à rêve, machine à croyance. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment, Emily Blunt, qui du coup, elle aussi semble avoir des pouvoirs quasi divins dans le film, commence à être très effrayée par l'importance qu'on va lui accorder et la vénération qu'elle pourrait susciter, en fait, à cause de ses pouvoirs. Et elle s'énerve contre quelqu'un, je sais plus qui, parce qu'on a vu ce film il y a genre 5 jours, mais depuis, on a vécu 18 vies. Ouais, elle dit à quelqu'un « Je refuse d'être la religion de qui que ce soit ». Et moi, à ce moment-là, dans mes notes, j'ai écrit « Steven, tu nous parles ?» Enfin, vraiment, je pense que c'est... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je l'ai vraiment vu comme un commentaire de Spielberg qui est en âge d'être canonisé, en fait, et qui est devenu un cinéaste un peu intouchable, même si, en même temps, ses derniers films n'ont pas eu de succès au box-office, etc. Et qui est en train de nous dire « Je suis pas un dieu, quoi. Interrogez-vous sur qui est-ce que vous portez au nu et restez... sceptique. En même temps, non, je pense que c'est pas forcément un film qui nous appelle à être sceptique, mais tu vois, je pense que cette phrase-là, moi, je l'ai vraiment vue comme une réflexion de Spielberg lui-même, quoi. Ouais, moi, encore une fois, j'ai été très bête, je pense, parce que j'ai pas relevé cette phrase. Mais non, je l'ai pas trop vue comme ça. Mais en fait, moi, c'est vraiment à partir du moment où, en fait, ils reviennent dans la maison d'enfance d'Emily Blunt que moi, j'ai vraiment été complètement... happée et bouleversée par le film, parce que, encore une fois, alors Spielberg, il a déjà fait ça dans The Fabelmans, de revenir un peu aux sources, à l'enfance. Comment est-ce que les choses qui se sont passées dans l'enfance ont des répercussions après sur la vie d'adulte. Et là, c'est totalement le sujet, puisqu'on découvre que donc, quand ils étaient enfants, en fait, ils ont eu une mission. Enfin, je sais plus très bien comment ça s'est passé exactement. Ils ont été. Moi, je crois qu'ils ont été kidnappés par des aliens. Ouais, c'est ça, qui ont mis des trucs dans leur cerveau. Ouais, voilà, qui l'ont un peu implanté à chacun 2 fonctions très différentes, mais qui les ont chargés dans le futur de révéler justement leur existence aux autres, mais aussi de s'assurer que ça se fasse de manière pacifique, j'imagine. Ouais, ça. Et puis donc, à partir du moment où ils décident que c'est le moment de les activer, en fait, nous, c'est ça qu'on voit au début du film, c'est l'activation. Parce que ils ont décidé que c'en était trop, qu'il fallait... En fait, moi, j'ai des questions aussi par rapport à, tu vois, au timing et tout. Pourquoi à ce moment-là, ils décident que c'est le moment d'activer ces 2 personnes-là
Moi, je dirais que c'est peut-être lié au timing de cette journée parce que ça se déroule aussi un jour où il y a des tensions géopolitiques extrêmes. On voit en fait beaucoup les actus puisque elle travaille dans une chaîne de télé et on voit que c'est un peu la baie des cochons 2.0 avec des tensions extrêmes avec la Corée du Nord et potentiellement une menace nucléaire. Donc on est un peu dans House of Dynamite. Exactement. Quand ils ont dit on est en Defcon 2, qu'on voit dans House of Dynamite, et on sait que Defcon 2, bon, c'est grave, mais c'est pas non plus grave. En fait, je me suis dit, ça va les gars, il en reste encore 2 derrière. Et toi, vu que t'as vu House of Dynamite au moins 18 fois, je me suis dit, Defcon 2, c'est tout? Non, c'est bon, pas de problème. Mais oui, je pense que du coup, ça, c'est pas anodin, tu vois. Et en fait, c'est à un moment où la planète est peut-être sur le point d'être anéantie et connaît un moment extrêmement sombre à cause de ces tensions géopolitiques qui atteignent leur paroxysme. Ben, à ce moment-là, peut-être que c'est le moment de révéler autre chose, même si on en reparlera, mais justement, cette révélation pourrait mener à plus de violence, je pense. Alors, on parlait de rencontre du troisième type au début du podcast, et c'est vrai que moi, avant de voir Disclosure Day, j'ai eu envie de revoir Rencontre du troisième type, et la différence pour moi entre les deux, c'est que dans Rencontre du troisième type, t'as un enfant qui regarde le ciel en se demandant si les aliens existent, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, c'est plus du tout le cas, il n'y a plus personne qui regarde le ciel, en fait. Les gens regardent les écrans. Pour moi, c'est le regard qui a changé. C'est vrai. Et Spielberg, c'est ça qu'il veut nous dire aussi. C'est déjà, est-ce que les images ont encore de l'importance ? Alors, j'ai envie de dire oui, parce que dans le film, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui remet en cause quoi que ce soit. Bah c'est ça, moi, c'est ça qui m'a interrogée parce que d'un côté, je trouvais ça très contemporain de dire, bah voilà, aujourd'hui, une révélation passerait par les images, mais en même temps, on s'interroge tout de suite. Il y a quand même une personne dans la chaîne de télévision qui dit, mais c'est pas possible, c'est des images en IA. Ouais. Donc il y a quand même un certain scepticisme au début, mais c'est vrai que ce scepticisme est évacué super vite. Tout de suite, ouais. Et ça, pour le coup, ça me paraît un peu naïf, effectivement, par rapport à notre monde actuel, parce qu'on sait que justement, en fait, à toutes les étapes de notre histoire contemporaine, il y a eu des images qui ont bouleversé le monde, qui ont peut-être changé le monde, que ce soit Tiananmen, que ce soit les images de la guerre du Vietnam, des révélations en fait qui prouvaient de manière absolument indéniable qu'il se passait quelque chose de gravissime en fait au sein de nos gouvernements et au sein de nos sociétés. Et aujourd'hui, est-ce que ces images-là auraient le même pouvoir alors qu'on peut plus faire confiance à rien ? Je pense que le film commence à gratter un petit peu cette question-là, mais l'évacue un peu à la fin. Mais en même temps, je sais pas toi, mais moi, je suis frustrée de l'avoir vu qu'une fois avant de venir enregistrer. Non, mais moi aussi, parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, je suis un peu passée à côté. Bon, déjà, parce que quand on va voir des films, bah, par moment, on est fatigué. En plus, on revenait de Cannes, donc il y avait un truc de... On a vu tellement de films à Cannes que le cerveau, il a aussi besoin, des fois, de se mettre un peu en off. Mais moi aussi, j'aurais adoré le revoir. Et notamment dans la deuxième partie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de clés aussi, alors que ce soit dans les dialogues et des scènes clés qui nous donnent quand même des informations. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où là j'ai l'impression que Spielberg il remet pas du tout en cause la méfiance envers les médias et tout ça parce que c'est quand même un sujet central et c'est vrai que là t'as l'impression que les gens ils voient les images et tout de suite ils sont en colère qu'on leur ait caché ça parce qu'il y a quand même des images dures quoi et pour le coup qui renvoient aussi à d'autres films de Spielberg comme la liste de Schindler qui est quand même le plus évident quand on voit les images comme ça de camps de concentration d'aliens on va dire. Donc ouais, il n'y a pas du tout ce côté de est-ce qu'on doit croire ce que les médias nous montrent. Donc lui, j'ai l'impression que tu parlais de foi, j'ai l'impression que là, il a une énorme foi en ce que les médias pourraient montrer si jamais un jour ce genre de choses arrivait. Ouais. En même temps, il y en a quand même une présentatrice qui dit... Alors, on n'a pas encore vérifié ces images, mais on vous les montre. Enfin, j'en souviens un peu, mais il y a un truc comme ça où j'étais là, bon, mec, notre profession va déjà suffisamment mal, c'est clair. Mais non, en fait, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'effectivement très intéressant à creuser, mais qui s'éclaircira peut-être plus pour nous deux au prochain visionnage. Mais je pense que c'est un film, justement, qui veut nous parler d'empathie et de bienveillance et de réunification. Je pense que c'est pas anodin que le film démarre avec un coup de pied direct sur la caméra. C'est-à-dire qu'on est en POV, je suis en train de me faire péter la gueule, pendant un match de catch, ce qui est une image vraiment particulière dans la filmographie de Spielberg. Enfin, c'est très surprenant de démarrer un film comme ça, c'est hyper violent et c'est directement, je suis en train de vous mettre mon pied dans la gueule, quoi. Et on termine sur un appel à l'écoute
et à la bienveillance et au pacifisme en fait les uns avec les autres dans cette tension extrême avec la Corée du Nord et cette division extrême entre tous les personnages. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu naïf, encore une fois, chez Spielberg, mais qui peut aussi être très admirable, de dire est-ce qu'on peut encore se faire confiance aujourd'hui, justement, et est-ce qu'on peut essayer de trouver un chemin vers des valeurs un petit peu plus humaines et empathiques. Et donc, potentiellement, le rôle de la foi là-dedans, dans le film, il a aussi son importance. Mais je trouve que c'est pas totalement digéré, mais peut-être que c'est moi qui l'ai pas totalement digéré ou qu'il faut que je le revoie. Mais c'est vrai que la première fois, ça m'a un petit peu paru parfois un peu lourd et parfois très théorique. Et j'aime bien le fait qu'il soulève plein de questions, mais au final, pour moi, ce qui marche le mieux dans le film, c'est pas forcément son propos, c'est vraiment sa mise en scène, ses séquences d'action. Enfin, c'est un film qui est tout le temps en mouvement, qui est quand même assez exaltant. Ouais, les séquences d'action sont super bien. Enfin, c'est là que tu vois que c'est encore le boss, quoi. Enfin, les séquences de course-poursuite, la séquence de la voiture qui rentre dans la maison et tout, il y a vraiment des séquences... Et la scène du train mais oui, non mais putain, la scène du train, elle est exceptionnelle. C'est là que tu te rends compte qu'il en a encore sous la pédale. Les petits Stevie. Le petit Steven. Non, mais oui. Emily Blunt et Josh O'Connor qui essayent de monter sur un train en marche. Très Mission Impossible. Ouais, exactement, très Mission Impossible. Non, cette séquence, elle est génialissime. Ouais, elle est très très bien. Mais c'est marrant parce que la dernière phrase du film, c'est quand même listen. C'est écouter et c'est pas regarder. Donc ça, c'est un truc, je pense que c'est quelque chose à creuser parce que en fait, tout le film, c'est quand même regarder, quoi. Il nous intime de regarder les images et tout ça, de regarder, parce que vraiment, le regard, pour moi, c'est le thème principal de toute la filmographie de Steven Spielberg, que ce soit Jaws ou justement le regard du spectateur. Au début, on voit pas le requin. Il y a le regard dans Jurassic Park où les personnages voient les dinosaures avant nous. Enfin, en fait, il interroge tout le temps le regard. Minority Report aussi. Enfin, le regard, ça devient une arme carrément de surveillance. Et je trouve ça très drôle que la dernière phrase de ce film-là soit listen, quoi. J'avoue que quand le film s'est terminé, j'étais là, non, vraiment, là, tu vas terminer le film comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un film limite de transition, tu vois, qui à la fois démarre un petit peu plus tard que beaucoup de films en disant, bon, c'est bon, les aliens, ils existent en fait, donc là, c'est plus ça la question, c'est autre chose, mais qui se termine aussi avant qu'on voit les vraies conséquences. Et moi, j'avoue que je me suis sentie un petit peu trahie, puisque du coup, ce dernier acte que la bande-annonce ne voulait pas révéler, c'est le moment où les médias révèlent. Les médias révèlent enfin toutes ces images. Et sur ces images, on va voir non seulement des aliens, mais en plus... On peut parler de leur design ou pas ? Parce que moi, ça me saoule un peu. Des aliens qui sont maltraités. C'est vraiment des camps de concentration. Qui sont torturés, qui sont soumis à des expérimentations, etc. Leur design... C'est quand même un peu E.T. mais c'est totalement E.T. Mais en fait, c'est vraiment quand tu parles de petits bonhommes verts et non pas de petits bonhommes en mousse. C'est vraiment l'image. Big up, Patrick. C'est vraiment l'image que t'as qui vient en premier. En fait, c'est juste que peu importe en réalité à quoi ils ressemblent. C'est juste que je trouve leur design pas très original, on va dire. Enfin, Mais moi, je crois que j'ai bien aimé ça aussi. Des humanoïdes, quoi. C'est vraiment ce que tu t'imagines, Roswell, tout ça. Enfin, c'est. Oui. Mais encore une fois, c'est un peu naïf. Mais je crois que j'ai bien aimé ça aussi parce que justement. Il y a une envie de se surpasser et d'être toujours original dans des nouvelles œuvres de science-fiction où il faudrait trouver un nouveau design, tu vois, pour les aliens. Et où, par exemple, Premier Contact faisait ça très, très bien. Oui, au projet Dernière Chance aussi. Au projet Dernière Chance, exactement. Ouais. Et en fait, là, j'aime bien l'idée qu'ils disent, non, déjà, moi, j'ai un design d'alien. C'est le sien, totalement. Que j'ai conçu il y a hyper longtemps, qui a été tellement populaire qu'il a contribué à tout un imaginaire collectif sur les aliens. Quand on pense à un alien, on pense à E.T. Et donc, pourquoi je changerais de design maintenant ? Alors, ils sont faits un petit peu différemment, c'est plus des marionnettes, etc. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose limite de réconfortant dans l'aspect familier de ces aliens-là. Comme toi, je suis pas sûre qu'ils ressembleraient vraiment à ça s'ils existaient. Mais au début, j'avoue que j'étais un peu comme toi, et après, je me suis dit, tu sais quoi ? Enfin, je trouve ça bien qu'il assume le fait que c'est ses aliens à lui, c'est comme ça qu'il les imagine, qu'il les a imaginés il y a déjà des années, et tu vois. Oui, après, c'est important aussi que dans ce cadre-là, ils ressemblent à des humains, parce que forcément, l'empathie, elle est d'autant plus forte qu'ils sont quand même pas très éloignés de nous. Enfin, voilà, ils ont des bras, des jambes, une tête. Puis en plus, même, on voit qu'ils ont des émotions, donc je pense que c'est pour ça aussi, c'est que pour déclencher l'empathie, on le sait très bien, tu as besoin quand même qu'il y ait un peu de ressemblance avec nous. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a ce design-là. Et je t'avoue que j'ai quand même eu un petit pincement au cœur quand j'ai vu E.T. dans son fauteuil roulant. E.T. à l'EHPAD. Je pense que ce sera le titre de l'épisode.
Je pense que c'est un film, effectivement, qui veut nous parler de réunification et donc aussi de division, quoi. Et qui veut peut-être être porteur d'espoir en disant qu'il faut qu'on s'écoute les uns les autres et qu'il faut qu'on essaye d'avoir un petit peu plus d'empathie pour les autres, y compris ceux qui ne nous ressemblent pas, ce qui est quand même une thématique qui revient très en vogue à l'heure actuelle. Et donc, le fait qu'il mélange, enfin, tu t'as parlé de la liste de Schindler, enfin, en fait, que toutes ces thématiques-là qui ont été abordées dans son cinéma se retrouvent d'une manière assez contemporaine pour nous parler d'un monde qui est au bord du précipice, qui va vraiment très très mal, où plus personne ne s'écoute, plus personne ne se comprend, et où tout le monde se met des pieds sur la gueule, et où on nous cache tout, et on ne peut plus faire confiance à rien. Et au milieu de tout ça, il essaye de finir sur un message plutôt optimiste, ou peut-être pas optimiste, mais en tout cas, de nous exhorter à un peu plus d'écoute et de bienveillance. Je pense que ça peut être intéressant, mais j'avoue que moi, je suis restée émotionnellement, en tout cas, je n'ai pas été totalement happée par le film. Moi non plus, pas trop. Ouais. À part à la fin. À moi, c'est vraiment la fin. Parce qu'il y a un truc de l'enfance. En fait, moi, c'est vraiment le retour dans la chambre d'enfant, et ça m'avait fait la même chose dans Ready Player One, qui était réalisé par Spielberg aussi, où le créateur du jeu, en fait, son refuge, il s'en va, et lui, il a créé son refuge, c'est sa chambre d'enfant, et en fait, il passe son temps à regarder des VHS dans sa chambre. Et moi, c'est vraiment ce genre de scène qui me touche énormément. Et là, j'avoue que tout le passage dans la maison où en fait, le personnage d'Emily Blunt refait le trajet de ce qui s'est passé le soir où on imagine elle a été kidnappée par les aliens, moi, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup touchée, mais parce que je crois que c'est là où Spielberg est le plus à l'aise aussi, quoi. Ouais. C'est quand il parle de l'enfance, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu que ça qui compte pour lui, en fait, c'est de jamais perdre l'innocence qu'il avait quand il était enfant et la manière dont il va regarder le monde. Et c'est pour ça que tu parlais de naïveté, mais je pense que c'est très vrai. C'est que pour moi, il veut jamais perdre ça, donc c'est pour ça aussi que c'est aussi présent dans ce film-là. Et quand tu me demandais ce que j'avais pensé du film, je me suis dit, en fait, je peux pas dire ce que j'ai pensé du film sans penser à toute la filmographie de Steven Spielberg. Et pour moi, ce film ne peut être qu'apprécié à l'aune de tout ce qu'on connaît sur lui, parce que en fait, c'est hyper intéressant ce qu'il fait avec ce film-là, mais en tant que film tout seul, je pense à des gens, par exemple, qui connaissent pas du tout le travail de Steven Spielberg. Je suis pas sûre qu'ils apprécieraient le film en tant qu'œuvre singulière, sans penser à tout ce qu'il y a eu avant. Parce que moi, je pense que c'est vraiment pour ça, je voyais plein de critiques de personnes qui adorent le travail de Spielberg, et dans toutes les critiques, c'était que une analyse de qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport à ce qu'il nous a déjà dit, comment son regard a évolué. Et pour moi, c'est là où le film est intéressant. Mais en tant que film tout seul, je suis pas certaine que ce soit un très grand film. Ouais, je suis complètement d'accord. Enfin, je pense que en fait, toutes les séquences d'action, le rythme du film, sa photographie sont superbes, et le casting, et notamment, enfin moi je trouve vraiment Colman Domingo et Emily Blunt en particulier, je les trouve exceptionnels. Colin Firth dans le rôle du grand méchant, j'étais pas particulièrement fan. Moi, je me suis totalement laissée porter. Enfin, je me suis pas vraiment ennuyée, mais je trouvais que c'était inégal, et que à la fin, effectivement, j'avais pas eu l'espèce de dévastation émotionnelle que j'ai pu ressentir avec plein d'autres Spielberg. C'est parce qu'on a vieilli, Anaïs. C'est ça. Non, mais en fait, je m'interroge aussi sur justement ma capacité d'empathie, parce que je pense que Spielberg veut interroger ça. Et alors moi, déjà, toute la question de la foi, clairement, je me sentais pas concernée. Et à la fin, donc, quand on a cette présentatrice télé qui est en train de commenter les images en direct alors qu'elle les découvre, toutes ces images d'aliens et notamment de violence envers les aliens, elle se met à pleurer. Elle est vraiment bouleversée. Ouais. Tu pleurerais, toi, si tu voyais ces images-là ? Je pense que je pleurerais pas tout de suite, parce qu'en fait, ça serait tellement... Non, mais en fait, il y a un truc qui est pas du tout crédible dans le sens comment elle réagit, alors que... Enfin, on vient quand même de lui expliquer que les aliens étaient réels. Il y a quand même une phase de sidération, je pense. Et on n'est même pas en train de lui expliquer. Enfin, elle voit juste des images avec des aliens, et en fait... Elle fait preuve d'une empathie extrême envers ces aliens. Tout de suite, quoi. Et ce qui est intéressant, parce qu'encore une fois, c'est vrai que les aliens sont quand même des antagonistes au cinéma la plupart du temps, sauf chez Spielberg ou E.T. Un peu justement, dans La Guerre des Mondes, quand même. Hein. Dans La Guerre des Mondes, voilà, qui était différent, et qui était aussi une réaction en septembre pour Spielberg. Et donc, il n'arrivait plus à ce moment-là à avoir cet émerveillement vers le ciel. Mais on sait qu'avec E.T., justement, on a découvert un peu la notion de gentil alien, comme avec Casper, on a découvert la notion de gentil fantôme. Et c'était très intéressant de renverser justement cet archétype-là, alors que la plupart des films nous parlent d'aliens comme d'envahisseurs.
Mais du coup, moi, la première question que je me poserais si j'apprenais l'existence des aliens, c'est quelle est leur démarche par rapport à nous et est-ce qu'ils sont dangereux et est-ce qu'ils peuvent nous menacer? Et si je voyais même des images de violence de mon propre gouvernement envers les aliens, je me dirais, ils vont être encore plus vénères et ils vont encore plus nous menacer. Moi, je pense que ma première réaction serait, comme tu le dis, la sidération et la peur. Oui. Ce serait pas l'émotion ou les larmes d'empathie envers les aliens, quoi. Et donc après, je me suis dit, mais s'il faut, je suis vraiment sans cœur. Mais moi, honnêtement, ça me donne pas envie de pleurer de voir ces images-là quand je les vois dans le film, quoi. Ah, mais d'ailleurs, j'ai pas pleuré. Et ben voilà. Non, mais oui, t'as raison. Et en plus, la question n'est jamais posée dans le film. En fait, on sait même pas ce qu'ils foutent là, quoi. Pourquoi? Alors, encore plus important, d'où ils ont sorti ce E.T. à la fin, quoi. Parce que du coup, d'un EHPAD, Anaïs. Non, mais parce qu'ils nous sortent toutes ces images, ok, mais lui, du coup, il l'avait dans un frigo quelque part, genre... Mais oui, non, mais c'était peut-être je sais pas, il a peut-être survécu à toute la torture, ils se sont dit, en fait, on va le garder, quoi. Mais du coup, c'est Coleman Domingo qui a gardé cet alien... dans son frigo. Ouais, voilà, depuis tout le temps où il a quitté cette entreprise maléfique. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait des trucs qui faisaient pas totalement sens pour moi. On n'a pas parlé aussi des petits bâtons magiques alors ça, qui sont utilisés par les personnages pour... Ça, c'est très facile, ça. Pour moi, ça, c'est vraiment le truc ta gueule, c'est magique. J'ai besoin de comprendre et ça sert à tout, en fait. C'est vraiment ça permet à Colin Firth en fait, donc le personnage de Colin Firth prend cet objet dans sa main et ça lui permet de se mettre dans la perspective d'une autre personne et donc de repérer où est le personnage de Josh O'Connor parce qu'il va posséder, en fait, sa petite amie ou quelqu'un d'autre pour essayer d'accéder à ce que ces personnages-là voient. Mais en même temps, on lui dit que c'est aussi dangereux, que ça sert pas vraiment à ça ou pas que à ça. Ça va servir aussi à Josh O'Connor et Emily Blunt pour se rappeler de leurs souvenirs d'enfance à un moment. Ça sert à tout, c'est magique. Ouais, et c'est vrai que j'étais pas fan non plus de ça, mais comme j'étais pas fan non plus de Colin Firth, on a aussi une Dead Wife Alert avec Colin Firth où genre, en fait, spoiler, il est méchant parce que sa femme est morte. Il y a quand même pas mal de trucs, je trouve, qui fonctionnent pas totalement et je pense que c'est peut-être un film qui essaye d'être trop riche et qui a beaucoup trop d'éléments et qui veut à la fois être très théorique, à la fois être un grand film d'action et de divertissement et de brasser plein d'idées et c'est tout à son honneur, mais du coup, il y a des choses qui fonctionnent pas, je trouve. Ah ouais, pour moi, vraiment, ce truc-là, j'ai vraiment trouvé ça hyper artificiel. J'imaginais un peu David Kopp, comment il s'imaginait, ok, alors ce personnage-là, il doit faire ça, qu'est-ce qu'il peut faire pour faire ça? Ah bah tiens, on va lui donner ce truc parce que c'est magique et que ça va aller plus vite. Je trouve ça un peu artificiel et je me revois dans la salle de ciné à me dire, ouais, bon, ok, c'est très, très, très pratique, cette petite chose. Et ça sert à plein de trucs en plus, ce petit bout de caillou. Oui, c'est très abstrait. En fait, ça rappelle un peu le défaut, ce qu'on a beaucoup reproché à Marvel, par exemple, c'est-à-dire qu'on a un cube magique, on a un bâton magique, et en fait, ce truc a le pouvoir de détruire l'univers 300 milliards de fois. Ça finit par ne plus avoir aucun sens dans les enjeux. Et là, c'est vrai qu'on comprend que cet objet est très important. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Moi, je pense quand même que j'ai envie de le revoir et j'ai envie de me faire une seconde opinion parce que je suis loin de l'avoir détesté. Mais je pense que mon attente était extrêmement élevée et que beaucoup des plaisirs de ce film reposent quand même sur le mystère. Et pour moi, le mystère le plus intéressant, si j'avais pas vu la bande-annonce, aurait été comment ces deux personnages sont liés. Et comment ils vont se retrouver et comment leur intrigue va converger à un moment. Et le fait d'avoir su ça avec la bande-annonce et même d'avoir imaginé autre chose, c'est-à-dire que moi, du coup, après la bande-annonce, je pensais qu'ils étaient frères et sœurs, par exemple. Et donc, j'attendais le moment où le film allait me révéler qu'ils étaient frères et sœurs, alors que c'est pas du tout le cas. Et je pense que voilà, il y a eu trop de choses qui se sont passées dans ma tête avant même que j'ai vu le film. Donc c'est peut-être pas la faute du film, c'est peut-être juste la faute de la bande-annonce, ce qui serait très injuste, mais encore un nouvel argument pour bannir les bandes-annonces. On en parlait dans un podcast quand on était à Cannes, de se dire, de mesurer la chance qu'on avait quand on était en festival, de découvrir des films dont on ne savait rien du tout. Mais pas de synopsis, pas d'image, pas de bande-annonce. Et réellement, pour moi, c'est typique mais c'est typique de ce genre de film où en fait, même juste moi, le fait de connaître le synopsis, ça m'a vraiment gonflé, quoi. J'aurais tellement aimé le découvrir en n'ayant rien vu, mais même pas d'image, parce que là, pour le coup, même les affiches, je trouve que ça spoil, quoi. Et d'ailleurs, notre ami Thibaut, lui, il a vu le film sans avoir vu la bande-annonce et je crois qu'il y a été un petit peu plus réceptif que nous. Donc, Ouais, mais je crois qu'il connaissait quand même le synopsis parce que vraiment, pour moi, ce film-là, il faut rien savoir dessus. Mais même Spielberg, mais en même temps, même Spielberg a dit que c'était un film sur les aliens dès le départ. Moi, je pense que le fait qu'on sache que c'est un film sur les aliens, c'est pas dérangeant. Parce que le film, dès le début, nous dit, ok, en fait, ce personnage-là, les aliens existent et ce personnage-là veut révéler leur existence. Donc,
on évacue quand même assez vite cette question-là. Mais pour moi, par contre, tout ce qui va se passer après, j'aurais aimé avoir plus de surprises. Et je m'attendais avec le titre Disclosure Day à ce que qu'est-ce qui se passe une fois qu'on révèle occupe une place beaucoup plus importante dans le film. Et j'avoue que j'ai été un peu frustrée par le fait que ça n'occupe que le dernier acte et qu'en fait, le dernier acte, c'est la révélation en temps réel à la télé. Donc on sait même pas ce qui va se passer dans les 5 minutes qui vont suivre. Et pour moi, en fait, c'est là qu'il faut démarrer le film. Ouais, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où toute la planète apprend qu'il y a des aliens, que le gouvernement le sait depuis quasiment un siècle et l'a caché, que le gouvernement a mené des expériences de torture, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce sera dans la suite. C'est ça, Disclosure Day Day 2. 2. Ouais. Disclosure Day. Je suis d'accord avec toi et je rêve d'un jour où il y a un studio, bon même si c'est extrêmement compliqué parce qu'on connaît aujourd'hui la pression qu'il y a sur le marketing et tout ça, mais je rêve d'un jour où un studio se dise on ne va rien révéler sur ce film. On dit juste c'est le nouveau film de Steven Spielberg. Juste, on ne sait rien. Mais ça serait... Alors, je sais pas si ça serait quelque chose qui fonctionnerait auprès des spectateurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même besoin de savoir de quoi le film va me parler, tout ça. Moi, je pense que c'est à tenter. Mais ça serait génial, de se reposer juste sur 2 images un peu énigmatiques, tu vois, que tu fais circuler sur les réseaux et tu dis, venez, quoi. Ça serait vraiment génial, je trouve, Et de a faire fortiori, pour quelqu'un comme Spielberg, en fait, c'est... Enfin, après, le monde est comme ça aujourd'hui. Ces derniers films n'ont pas marché en salle, mais tu te dis, quelqu'un comme ça pourrait se permettre, en fait, de dire je vous dis rien sur mon film. En fait, c'est le prochain Spielberg. Et puis, vous venez ou vous venez pas, mais c'est le prochain Spielberg. Ouais, ou Nolan, par exemple, de vraiment rien savoir dessus. Mais bon, je pense qu'on est évidemment dans une économie qui permet pas ça, mais c'est vrai que ce serait très intéressant de voir au moins une entreprise ou un cinéaste essayer de prendre le risque là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, top 3 Spielberg. Je crois que je suis obligée de mettre Jurassic Park en premier parce que j'ai quand même le t-shirt Jurassic Park aujourd'hui. Donc, je pense que je le mets, oui, très très haut. Deuxième, j'ai envie de mettre Les Dents de la Mer parce que pour moi, c'est un film parfait. J'ai rien à lui reprocher. Et je trouve qu'il y a quand même des convergences entre Jurassic Park et Les Dents de la Mer. Et en 3, le choix du cœur va plutôt vers Hook, parce que j'adore ce film. Enfin, c'est un film de mon enfance très important et tout ça, mais je mets aussi à égalité la liste de Schindler parce que c'est un très très grand film. Donc, je suis en train de réfléchir. Ok, top 4. Alors, l'égalité, vraiment aux opposés, quoi. Hook, la liste de Schindler. Moi, j'aime bien. Et toi ? Moi, je pense que je mets E.T. en numéro 1. Pour moi, c'est vraiment... Je pense que ça a beaucoup marqué mon enfance et que je l'ai revu, en fait, il y a quelques années. Et j'étais scotchée, quoi. De voir que c'était encore mieux que dans mes souvenirs, encore plus profond, encore plus beau, encore plus impressionnant, en fait, d'ambition d'avoir fait ça à ce moment-là. Mais peut-être que je mettrais en égalité E.T. et Jurassic Park. Après, je mets Les Dents de la Mer. Et du coup, ça me permet, avec cet ex-aequo, de glisser un petit sneaky chouchou qui est West Side Story, que j'ai trouvé vraiment injustement oublié, enfin, aussitôt sorti, aussitôt oublié. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu, que le travail d'adaptation qui a été fait sur la musique et le scénario, puisque évidemment, c'est pas le premier West Side Story, était exceptionnel, que c'est, en termes de mise en scène, c'est un des films les plus époustouflants de Spielberg, et Dieu sait que tous ces films sont époustouflants. Mais voilà, moi, j'ai une énorme tendresse pour le West Side Story de Steven Spielberg. Je l'avais complètement oublié, tu vois. Comme tout le monde. Ouais. Bravo. Et j'aurais aimé que plein de gens s'en souviennent. Très important quand même, je le répète, il pouvait pas embaucher un vrai renard, en fait, pour ce film. Non, il a préféré récupérer celui de... d'Antéchrist. D'Antéchrist, ouais. Ouais. Ah non, mais... un des renards les plus busy du business. Ouais, l'enfer, les animaux en CGI. Surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire... On peut quand même faire mieux, quoi. Ne serait-ce que dans le film Le Monde après nous, qu'il y avait sur Netflix avec Julia Roberts et Ethan Hawke. Là, t'as des cerfs et tout ça, c'est quand même... Enfin, ils étaient hyper bien faits. J'avoue que là, la comparaison... Ah ouais, mais moi, je peux pas. Enfin, je crois que c'est en train de devenir ma bête noire de cinéma. Enfin, je suis très réac, en fait, sur l'IA et certaines nouvelles technologies et tout. Et vraiment, les animaux en CGI, je peux pas. Enfin, en fait, soit tu mets pas des animaux parce que tu veux pas mettre des animaux sur ton tournage, je sais pas. Soit tu utilises des vrais animaux et je pense qu'il y a moyen de faire ça de manière respectueuse. Peut-être pas avec tous les animaux. Oh, tu prends des chats et des chiens. Pourquoi il est allé prendre des cerfs et des oiseaux? Ouais, c'est ça, oranges, tu prends là. le chat de John Krasinski et tu lui fais avoir une révélation, voilà. Ouais, non, ça vraiment, moi, ça me sortait du film à chaque fois, quoi, et c'est pas possible. Enfin, vraiment, les cerfs en CGI, non, stop. On a oublié un truc hyper important. Qu'est-ce qu'on a oublié? John Williams.
Ah, bah pour moi, enfin vraiment pareil, le score, je l'ai trouvé pas bien. Ah ouais? Enfin, Bah je moi l'ai je l'ai trouvé trouvé. vraiment très bien pour Ah le ouais? coup. Bah, j'aimerais tellement qu'il gagne un Oscar parce que John Williams, c'est peut-être sa dernière collaboration avec Steven Spielberg. C'est peut-être la dernière bande originale qu'il fait de sa vie, on sait pas. Et j'avoue que moi j'ai trouvé vraiment T'es déjà en train de m'enterrer, quoi. Non, mais bon, il est très vieux, donc j'ai beaucoup aimé la musique du film, ouais. Ah, moi, j'ai pas été très réceptive. Enfin, j'ai exagéré. C'est pas que je la trouve pas bien, mais c'est que je l'ai vraiment. Elle m'a pas marquée du tout, quoi. Mm. Donc voilà. Après, je dirais quand même que c'est un film vraiment extrêmement divertissant, assez époustouflant sur le plan visuel et technique, comme toujours chez Steven Spielberg, et que même s'il y a des défauts et que je trouve qu'il y a trop d'idées. C'est difficile d'en vouloir à un film qui a trop d'idées, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même un film où chaque séquence va essayer de trouver un nouveau truc. C'est un film qui est toujours en mouvement. On a quand même toute cette dimension un peu méta avec le hangar dans lequel ils construisent un décor qui nous ramène vers l'enfance. Et moi, c'est pour ça que quand elle dit, dans ce décor-là, je ne veux pas être la religion de qui que ce soit, moi, je suis obligée, enfin, je pense à Spielberg qui est en train de dire ça parce que on est dans un décor de cinéma. Le film qui vient de sortir avant ça, c'était The Fabelmans, qui était vraiment sa mythologie personnelle à lui. Donc, je pense qu'il y a quand même une réflexion dans tous ces films, en fait. Enfin, tous ces films parlent de lui. Et ce film-là, je pense, nous dit aussi ce qu'il ressent par rapport peut-être à son statut d'icône et le fait qu'on regarde peut-être pas au bon endroit et qu'il faut s'aimer les uns les autres. Hein. C'est beau. Je pense que c'est ça la conclusion. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Si vous avez vu Disclosure Day de Steven Spielberg, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner votre avis. Si vous avez aimé cet épisode, c'est super, laissez 5 étoiles, mettez un commentaire, partagez-le, envoyez-le à travers toute la galaxie. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Tu sais, je viens de me dire qu'en fait, le bâton magique dans Disclosure Day, c'est quand même pas si bête que ça parce que ça permet à Colin Firth de se mettre dans la perspective de quelqu'un d'autre, ce qui est ce qu'on fait quand on ressent de l'empathie. Sauf que lui, il l'utilise à mauvais escient et de manière très maléfique, mais en fait, c'est un objet d'empathie et comme l'empathie, c'est un peu le message principal du film, aimez-vous les uns les autres et aimez les aliens et essayez de communiquer et de vous écouter. Je trouve qu'en fait, c'est assez intéressant que cet objet-là a été détourné de manière maléfique, un peu comme l'IA qu'on utilise de manière maléfique. Enfin, pas encore, mais peut-être un jour, ou peut-être déjà, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà. Enfin, je trouve que c'est intéressant que ce soit un objet technologique qui devrait permettre de faire le bien, ou en tout cas de se positionner, enfin, de se mettre en position d'empathie, puisqu'on pourrait vivre l'expérience de quelqu'un d'autre, ce qui est aussi ce que fait Emily Blunt quand, en fait, elle comprend tout de suite ce que les autres personnes ont vécu dans leur vie. Sauf que Colin Firth, il l'a utilisé de manière négative et maléfique, un peu comme toutes les innovations technologiques de l'histoire, y compris la bombe atomique et Internet. Voilà, c'est mon petit addendum. Je crois qu'il faut qu'on réenregistre cette partie du coup. Genre, attendez, en fait, on est un peu con, donc on a quand même réfléchi. Finalement, voici notre explication.